Plus qu'un métier. Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode du podcast Plus qu'un métier. Podcast qui part à la rencontre des acteurs du département des Yvelines. Aujourd'hui, on vient vous parler de maintien à domicile. D'ici 2025, il y aura 1 million de personnes âgées de plus de 75 ans supplémentaires en France. À l'heure où 90% d'entre elles émettent le vœu de vieillir à domicile, les Yvelines et les Hauts-de-Seine créent la première agence interdépartementale de l'autonomie pour favoriser le bien vieillir chez soi. Pour nous en parler, je rencontre aujourd'hui Asma Chouta, directrice de cette agence, qui vient nous expliquer comment on peut travailler au service des personnes en perte d'autonomie en favorisant l'émergence de solutions innovantes. Bonjour Asma, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, alors moi je suis Asma Chouta, je dirige la nouvelle agence interdépartementale de l'autonomie Yvelines et Hauts-de-Seine. Plus qu'un métier. Asma, je crois savoir que le département des Yvelines est fortement engagé dans le bien vieillir à domicile des personnes âgées. Pourquoi ? Quel était le constat ? Alors, si effectivement le département a souhaité s'investir dans le bien vieillir à domicile, c'est pour répondre à une aspiration massive de nos concitoyens. Nos concitoyens qui vivent avec une situation de perte d'autonomie ou qui y viennent ne souhaitent plus être en EHPAD. Et la crise sanitaire a démontré que finalement, quand on était en institution, en EHPAD, on a été confinés et puis on n'a pas pu avoir du lien avec les personnes qui nous sont chères, les enfants, etc. Mais d'un point de vue général, il y a des études qui ont démontré que les Français aspirent à bien vieillir chez eux, pour pas dire mourir chez eux. Voilà. Et ça fait c'est un peu brutal, mais c'est le cas. Ça, c'est le premier constat. Donc, répondre à une aspiration massive. La deuxième, c'est que la soutenabilité financière nous guide aussi. On est dans un département qui est soucieux des deniers publics. Et donc, la question de savoir, quand on fait une politique, comment on peut maîtriser financièrement les dispositifs qu'on propose, et aussi comment on peut travailler sur différents axes en même temps. On sait que l'institutionnalisation coûte cher et qu'elle n'est pas forcément en adéquation avec les attentes. Donc, effectivement, nos dirigeants, en tout cas nos politiques au niveau du département, ont l'habitude de dire rester à domicile, ça coûte moins cher et c'est mieux, donc autant le faire. Et donc, effectivement, quand on regarde le coût à l'année d'une place en EHPAD, souvent les personnes elles-mêmes n'arrivent pas à payer l'ensemble des coûts liés à l'institutionnalisation, mais en plus on est obligé de mettre au bout. Il y a des aides, des allocations qui font qu'on peut mettre au bout. Et puis c'est un système qui est à bout de souffle parce que aujourd'hui on voit bien que les EHPAD n'arrivent pas à remplir. Le souci, c'est qu'aujourd'hui tout est fait dans les établissements pour médicaliser, pour avoir des soins, des services, des accompagnements à domicile, il faudrait en faire autant. Et c'est bien tout l'enjeu de cette politique ou ce virage domiciliaire, comme on a coutume de le dire aujourd'hui, qui est de dire, oui, rester à domicile, c'est bien, mais il faut sécuriser les domiciles. Il faut apporter du lien social, il faut apporter des loisirs, de l'accès à la culture, il faut apporter des services de qualité, et puis des services et des soins, l'hospitalisation à domicile, tout ce qui peut effectivement permettre à la personne de rester chez elle et de ne pas faire des allers-retours en hôpital, en institution. C'est vraiment penser globalement le parcours de vie de la personne. L'évolution démographique est un phénomène aujourd'hui qui préoccupe à la fois au niveau national les pouvoirs publics, mais elle préoccupe au niveau international les autres États, l'Europe. On voit bien qu'aujourd'hui, le défi, ce qu'on appelle ça un défi démographique, c'est-à-dire qu'il y a un boom du vieillissement, c'est-à-dire qu'on va avoir, à l'horizon 2050, un tiers de la population qui a plus de 60 ans. Donc on voit bien que les plus de 60 ans, où se concentre le pouvoir d'achat, aspirent à vivre chez eux, mais en ayant comme aspiration d'avoir accès à une offre de qualité. Donc on est à peu près dans les chiffres, à peu près à 350 000 personnes âgées de plus de 60 ans dans notre département. Également dans le département des Hauts-de-Seine, qui partagent avec nous ce projet d'agence interdépartementale. Et effectivement, tout le monde n'est pas en perte d'autonomie, mais on voit bien qu'il y a un phénomène de glissement vers la perte d'autonomie qu'on peut freiner, qu'on peut accompagner. Voilà, donc effectivement, il y a un défi démographique à relever, mais là où notre département et celui des Hauts-de-Seine est plutôt bien placé, c'est qu'on est moins en institution dans nos départements, on vit plus longtemps en meilleure santé et on a un pouvoir d'achat plus important. Et ce défi, c'est donc au département de le relever.
Les départements, aujourd'hui, la loi de décentralisation confie l'ensemble de la politique solidarité aux départements. Toute cette politique sociale des solidarités est bien de la compétence. Après, effectivement, il y a l'offre. L'offre, elle est EHPAD, mais elle est aussi domiciliaire. Mais là où tu as raison, c'est que le département pourrait se limiter à ce qui est le régalien, c'est-à-dire l'accès au droit, l'accès à l'information. Mais tu as mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que effectivement aujourd'hui l'offre existe, mais elle n'est pas partout pareille et elle n'est pas accessible par tout le monde de la même manière, elle n'est pas lisible et puis elle est parfois insuffisante, parfois existante, mais il faut la massifier. Donc effectivement, le département souhaite s'investir sur la sécurisation du parcours de la personne en se disant il va falloir non seulement compléter l'offre, mais en plus structurer cette offre. Être, au fond, cette gare de triage et d'aiguillage de l'offre pour qu'elle aille bien vers les personnes âgées ou en situation de handicap. D'accord, et alors comment on s'y prend pour accompagner le bien vieillir à domicile ? Pour mettre en place le projet Bien vieillir à domicile, on s'est d'abord intéressé à savoir quelle était l'offre que les départements proposaient. Qu'est-ce qu'on offre, nous, aujourd'hui ? Aujourd'hui, au département des Yvelines, avant la création de l'agence, on avait déjà développé une offre. On ne part pas de rien, contrairement à certains départements où l'offre n'est pas pléthorique, elle est même pratiquement limitée. On a toujours une offre de téléassistance qui permet de sécuriser les personnes chez elles. On a un dispositif agent de convivialité, certes que l'agence a massifié, mais le programme Yvelines étudiants seniors, c'est quelque chose qui a été créé depuis 2004, au lendemain de la canicule de 2003, qui existe. On a une offre de colocation intergénérationnelle. On a une offre d'accompagnement à la bientraitance. On a différents dispositifs qui permettent déjà. L'idée, là, c'est d'aller plus loin. Et l'agence, donc, elle a développé un programme départemental de l'autonomie. Nous, l'agence autonomie, elle aura en charge de mettre en œuvre ce programme d'activité. Et quand tu parles d'offres concrètement, pour un bénéficiaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pris en charge complètement par le département ? Alors, il y a différentes situations. On est dans un système de répartition et notre sujet ne fait pas exception. Le département gère l'allocation personnes âgées, la prestation de compensation handicap, grâce à ses pôles autonomie et sa MDPH, la maison du handicap. Et effectivement, pour être allocataire, il y a des critères de revenus, des critères de perte d'autonomie. Il y a une grille dépendance qui permet de définir le nombre d'heures, donc l'enveloppe, j'ai envie de dire, dont peut bénéficier la personne. Il y a aussi des personnes dans notre département qui sont en capacité de payer le service, mais qui ne trouvent pas le service. Voilà. Et donc, qui ne demandent qu'à avoir du service. L'offre, quelle est-elle ? C'est intéressant, parce que de parler d'offre, c'est un jargon, mais il y a des aides humaines d'accompagnement, de services et de soins à domicile. Il y a des aides techniques. Il y a effectivement des propositions pour être accompagné à l'adaptation du logement, de la même manière qu'on fait des travaux à la maison grâce au programme Habiter mieux pour, par exemple, isoler mieux sa maison. Eh bien, il y a des programmes aussi pour adapter son logement et de changer sa baignoire en douche. Très peu de gens le savent. On peut bénéficier de dispositifs de financement et d'accompagnement pour faire ça, pour réaliser ça. Donc, il y a à la fois un objectif d'accès à l'information, mais aussi d'accompagnement du public. Tout à fait. En quelques mots, le programme départemental de l'agence, il s'appuie sur 4 missions. On a décliné ce programme en missions, en programmes, en actions. Les 4 axes prioritaires, on va dire, le premier, c'est informer, orienter, conseiller. Voilà. C'est tout à fait ça. Ça, c'est le premier enjeu. Pour informer, orienter, conseiller, on a d'abord l'objectif de créer un annuaire. Voilà. Aujourd'hui, ça paraît peut-être tout bête, mais il n'existe pas un annuaire qui répertorie toutes les aides, que ce soit les aides humaines, les aides techniques. Une aide, ça peut être un service à la personne à 2 km de chez moi. Ça peut être un service de soins infirmiers, voilà, qui est en capacité de gérer une maladie de Charcot parce qu'il a des compétences rares qui le permettent. Voilà. Et ça, c'est important pour la personne de savoir à qui il peut s'adresser. Parce qu'il a beau avoir une enveloppe qui lui permet, une allocation qui lui permet d'acheter des services, mais s'il ne sait pas quoi en faire,
On est bien embêté. Donc, en fait, le premier objectif, c'est de fabriquer un annuaire, de construire un annuaire. Alors, bien sûr, il y a des associations, des coordinations qui ont développé leur propre liste d'offres, de services. Mais un annuaire qui soit bien détaillé, avec des protocoles d'utilisation, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, moi, de ça ? Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je fais après ? OK, il y a une offre d'aide pour adapter mon logement, pour le rendre accessible, pour éviter les embûches dans ma maison. OK. Mais après, comment je fais ? Je m'adresse à qui ? Je demande à qui le bon dossier à remplir pour bénéficier de tel financement. Et puis ensuite, très bien, quels sont les artisans du bâtiment qui savent faire ça ? Qui savent faire de l'accessibilité, par exemple. Est-ce que le fait d'avoir un label Handibat, ça suffit, Handi-Bâtiment ? Donc, effectivement, là, il y a un vrai enjeu. Ça paraît être d'une simplicité enfantine, mais c'est déjà le premier enjeu. Donc, créer cet annuaire. Nous, cet annuaire, c'est ça, la plateforme de service autonomie, plateforme de service numérique. Au demeurant, elle va être accessible par téléphone, c'est-à-dire nous, on a un enjeu. Alors, bien évidemment, beaucoup disent, oui, mais Allo Autonomie existe, oui, mais il y a déjà des numéros verts, il y a déjà... L'idée, effectivement, la technologie, elle va nous permettre de tout réaiguiller vers le bon endroit. Mais l'idée, c'est qu'on ait un numéro où les gens peuvent appeler en disant, voilà, moi, j'habite à Saint-Cyr-l'École, j'ai besoin d'avoir un service, une aide technique, j'ai besoin de pouvoir parler à ma fille qui est à Toulouse, qu'on puisse répondre à cette demande-là. Donc, téléphoniquement, numériquement, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse permettre à des vendeurs de services ou de biens de pouvoir s'auto-référencer, mais avec, bien sûr, un comité de référencement qui proposera un choix par la qualité, grâce à un baromètre de retour, un peu le TripAdvisor de l'offre, si on veut. Voilà. Et puis, si j'ai besoin d'aide plus, parce que je ne peux vraiment pas, je demande quelqu'un qui va pouvoir m'aider dans mes démarches, parce que je n'ai pas d'ascendant, parce que je n'ai pas d'enfant en proximité. Voilà. Et donc, l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse aussi demander ça. C'est ce qu'on appelle le care manager ou le référent domicile. C'est une nouveauté, une innovation de l'agence. Je donne un exemple. J'ai besoin d'adapter mon logement. J'ai d'abord besoin de faire un diagnostic par un ergothérapeute qui va me donner tous les outils, toutes les informations utiles. Et puis ensuite, grâce à la prescription de cet ergo, je vais pouvoir soit faire tout seul, soit me faire aider pour faire, jusqu'au contrôle des travaux. Voilà, c'est ça l'idée. Quand on est face à des personnes empêchées, comme une personne en perte d'autonomie, eh bien, on a souvent l'aidant qui est soit l'époux, l'épouse, les enfants, un frère, une sœur. Et donc, cet aidant, il est capital pour le parcours de vie de la personne. Sauf qu'on s'est rendu compte que les aidants, finalement, partaient plus vite que les aidés. Parce qu'ils avaient la charge mentale, parce qu'ils s'épuisaient, parce qu'ils sont conscients aussi. Et souvent, l'aidant, il faut s'en préoccuper. Et donc, d'ailleurs, ça a été légiféré, le droit au répit pour les aidants. Ouais, c'est quelque chose d'emblématique. Et les aidants, il y a des associations avec des lobbying forts en France. La compagnie des aidants, etc., etc. Donc, les aidants, ils ont un vrai rôle à jouer. Et plus on les préservera, et aujourd'hui, ils portent beaucoup à la place de la société. Après tout, ils portent beaucoup à la place de la société et des pouvoirs publics. Et donc, il était urgent qu'on ait dans notre programme des solutions pour les aidants. Par exemple, le care manager, c'est typiquement ça. C'est de la coordination. Plutôt que ce soit un aidant qui se coltine toute la paperasse pour l'adaptation du logement, on peut demander un care manager. Deuxième mission, c'est vraiment la structuration de l'offre de services et de soins d'ailleurs. On a sur notre département 180 structures à domicile, associatives ou CCAS ou entreprises, qui sont autorisées par le département. Voilà, autorisées, c'est-à-dire qu'elles ont un agrément, un droit d'exercer auprès des bénéficiaires en perte d'autonomie, justement. Et qui peuvent, moyennant une allocation à part, rendre un service auprès des usagers. Et donc, ces 180 structures, aujourd'hui, le département des Yvelines a fait un choix de laisser effectivement se créer ces structures. Sauf que toutes les structures ne se valent pas, n'ont pas la même qualité de service et ne sont pas forcément... elles n'ont pas maillé le territoire comme on le souhaiterait. Et c'est dans cette logique-là que l'agence aura un rôle de structuration et de modernisation et de professionnalisation de ces structures, que ce soit sur la formation et la professionnalisation des aides à domicile,
qui vont pouvoir évoluer, que ce soit sur celle des dirigeants avec leurs modes managériaux, la fidélisation des salariés, la qualité de vie au travail, la démarche qualité en soi est un vrai sujet, leur modèle économique. Voilà. Donc tout cela sera de la prérogative de l'agence. Et on a une troisième mission, c'est prévenir la perte d'autonomie. Pour cela, le département et la conférence des financeurs, composée par la CNAV, l'ARS, les mutuelles, le département, etc., délèguent à l'agence la gestion d'un fonds qui est quand même important, qui est plus de 2 millions d'euros, pour stimuler en fait l'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat, pour faire émerger des offres, voilà, des solutions sur des thématiques qui sont validées en conférence des financeurs et par le département, sur rompre l'isolement, sur les aides techniques, sur les actions qui concourent à prévenir la perte d'autonomie. Ça peut être du sport adapté, ça peut être du numérique, justement pour lutter contre la fracture numérique des personnes. Ça peut être sur la nutrition, par exemple. Donc, effectivement, là, on aura la responsabilité d'accompagner des porteurs de projets, notamment des startups, pourquoi pas. On est un département ouvert à cela, à l'innovation. Et donc, ça, c'est important. Il y a le dispositif Yes+, dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste à mettre des jeunes étudiants en face de personnes plus âgées pour faire des activités de convivialité, de stimulation cognitive, de promenade, de jeux sur tablette, etc. Et là, ce qui est formidable dans ce genre d'action, c'est qu'en même temps, on traite la question de la précarité étudiante et en même temps, on traite la question de la perte d'autonomie. Voilà. Et enfin, le quatrième sujet, et là, c'est vraiment la politique habitat. C'est une mission habitat. D'abord, c'est purement contractuel, c'est-à-dire qu'on va contractualiser avec tous ceux qui financent de l'amélioration de l'habitat, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, la CNAV, puisqu'elle aussi finance l'adaptation de l'habitat, le département qui finance l'adaptation de l'habitat, mais d'autres, par exemple, les bailleurs sociaux, les collectivités, et donc c'est contractualiser ensemble et se dire on va tous ensemble dans la même direction. C'est vraiment arriver au bout du projet des travaux. Parce que souvent, on fait le diagnostic, ça s'arrête là. Parce qu'il n'y a personne pour aider la personne à aller jusqu'au bout. Donc là, c'est vraiment ça. C'est favoriser des nouvelles formes d'habitat, comme de la colocation intergénérationnelle, comme des résidences-services, comme de l'EHPAD hors les murs. Voilà, ça aussi, c'est-à-dire faire de l'EHPAD à la maison, pourquoi pas. Médicaliser un peu la maison, mais si c'est le prix à payer pour respecter le choix des gens, pourquoi pas. Et il y a aussi la construction de showrooms qui permettent au grand public de venir voir c'est quoi une cuisine adaptée, c'est quoi une salle de bain adaptée, c'est quoi une aide technique, et d'avoir un large panel de choix, et en même temps sur place des ergots qui font du conseil, puis du dossier, voilà. Donc voilà un peu globalement les axes, parce qu'on s'est rendu compte que faut sécuriser le domicile, faut rendre convivial le domicile, puis l'accessibilité, le domicile, l'environnement, c'est le prolongement aussi. C'est pouvoir aller faire ses courses, pouvoir aller se promener, etc. Donc voilà le projet de l'agence. Et donc la création de l'agence est née de ce constat, de bien vieillir à son domicile, c'est bien ça ? C'est ça, on a été voir pourquoi finalement les gens ils glissaient vers l'EHPAD. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça marche pas de rester chez soi ? Y a une chute. Souvent, c'est les chutes en plus. 65% des chutes mènent au décès. Il y a des études qui ont été faites, c'est à partir du moment où on met un pied en EHPAD, il nous reste max 18 mois. Glissement. Mais c'est une réalité et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Quand on glisse, en fait, c'est ça. Moi, j'ai un indicateur que je vais suivre, et j'ai proposé de le faire suivre en termes de tableau de bord. C'est vraiment ce glissement. Qu'est-ce qui cause finalement ? Vous savez que la première cause du fait que les gens ils glissent ou ils chutent, c'est parce qu'il n'y a pas de médecin traitant. Parce qu'il y a pas... Des fois, ça tient à ça. Donc, plutôt, on va agir en se disant, est-ce qu'on faut un care manager, faut quelqu'un, un care manager, quelqu'un qui prend soin de la personne et puis qui a une casquette pour prendre soin de la personne, quoi. Il est payé pour ça. C'est quoi ? C'est que la personne, à un moment, elle a une pathologie qui fait que, des fois, c'est juste des vertiges, peut-être que c'est l'oreille, et que s'il avait été soigné, il ne serait pas tombé, il n'aurait pas eu le col de fémur, puis il ne serait pas parti en EHPAD, après avoir fait un séjour à l'hôpital. Il ne peut plus, les enfants ne peuvent pas, comment on fait ? Donc l'idée, c'est prévenir. C'est pas curatif, c'est bien, une fois que tu es curatif, c'est curatif, mais c'est prévenir. Donc en fait, c'est de se dire,
Comment on fait pour sécuriser au max? Et quand on sent, aujourd'hui, il y a de la téléassistance prédictive. C'est-à-dire, on sent quand la personne, elle va chuter quelques jours avant, grâce à de l'intelligence artificielle. Après, ça peut être environnemental. On fait un passage d'ergot, on retire les tapis, on met des barres d'appui, on évite la baignoire, parce que la moitié des chutes, elles se passent dans les salles de bain. Donc, voilà. Donc, ça, on le sait. Donc, c'est pour ça que nous, on a axé notre mission sur vraiment qu'est-ce qui fait que dans un environnement, on va glisser, on va casser notre courbe qui va permettre finalement de rester pas mal. Et qu'est-ce qui fait qu'on va... souvent, c'est la mort du conjoint aussi. Voilà. La mort du conjoint, la chute, l'absence de médecin traitant avec des pathologies chroniques. Et là, si on arrive à anticiper ça et à mettre un espèce de ralentisseur, on va dire, là, on arrive à préserver jusqu'au max. Jusqu'au max. Après, s'il y a vraiment de l'hospitalisation à un domicile, du palliatif, du fin de vie, ça existe, du HAD, de l'hospitalisation à domicile. Voilà, donc notre rôle, c'est ça. Après, l'indicateur, on va le suivre. Peut-être que l'effet de notre politique, on ne va pas l'avoir arrivé aujourd'hui. Voilà. Mais l'innovation, d'où le hub Autonomie, qui est un hub d'innovation, c'est un accélérateur de start-up où on incube des start-up justement dans des sujets qui nous intéressent, donc la e-santé, tout ce qui concerne les activités, la stimulation cognitive, etc. On incube des startups, justement, qui ont des choses qui peuvent nous intéresser. De la téléassistance prédictive, justement. Pourquoi ? Parce qu'après, on va pouvoir les tester. Là, en ce moment, on est en train de tester auprès d'une trentaine d'EHPAD dans les Yvelines, l'opération Inno-ESMS, qui est conduite par l'agence, qui consiste à mettre des innovations dans les EHPAD pour voir comment est-ce qu'on peut ralentir ce phénomène de glissement en EHPAD par des activités physiques, etc. Donc, il y a des cases de réalité virtuelle, il y a des tablettes, il y a du robot présentiel, il y a des écrans interactifs qui permettent de retransmettre des choses auprès de plusieurs EHPAD. Un prof de sport, par exemple, de gymnastique douce, de yoga. Donc, l'idée, c'est stimuler l'innovation, massifier l'offre, mieux orienter, mieux informer, mieux conseiller, faire en sorte que l'offre elle soit bien accessible dans tous les territoires à n'importe quel moment et à toutes les bourses. Peux-tu nous dire quel budget est dédié à tous ces projets ? 16 millions d'euros, c'est le budget annuel de l'agence. En fait, sur les 16 millions, il y a quand même 70% de transferts de budgets qui étaient déjà existants. C'est-à-dire que ce n'est pas des budgets nouveaux. C'est juste des budgets où on se dit on va les confier à l'agence pour en faire quelque chose de plus... voilà. Et il y a 30% de budget nouveau, de crédits nouveaux, ce qu'on appelle les crédits nouveaux. Est-ce que tu peux nous présenter ton agence ? L'Agence interdépartementale de l'autonomie, donc c'est un groupement d'intérêt public. Il y a 3 membres fondateurs, c'est important, c'est le Conseil départemental des Yvelines, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et l'association INVI. Bien évidemment, on va très vite appeler d'autres partenaires à intégrer la gouvernance de l'agence. En tout état de cause, tous ceux qui concourent au bien vieillir ou au financement de l'autonomie, voilà. Qu'ils soient publics ou privés, puisque justement, l'idée d'un GIP, c'est qu'on puisse avoir à la fois des partenaires publics et des partenaires privés. On a voulu cette agence comme une agence, une usine à projet, puisque nous, on demande de produire de l'offre. Donc, l'idée, effectivement, c'est de dire on a des chefs de projet, des chargés de mission. Donc, on a articulé ça en se disant, par thématique, par exemple, rompre l'isolement, on a une chef de projet qui s'appelle Aurélie Brûlé, qui était au département, qui a migré à l'agence et qui a en charge de promouvoir, de développer, massifier des dispositifs. Son boulot, c'est quoi ? Là, on est face à un projet qui existait, une offre qui existait. Auparavant, c'était le département qui proposait à des coordinations gérontologiques, c'est-à-dire les PAT, d'employer des jeunes et de les mettre à disposition des personnes bénéficiaires de la PA sur la période de la canicule, de l'été, la période la plus chaude de l'été. Voilà. Et ça, c'était un programme chaque année annualisé. Avec la crise sanitaire, on m'a demandé de voir comment on peut passer de 70 à 500 par an, agents convivialité auprès de seniors. Donc Aurélie a travaillé à mes côtés là-dessus. Et au bout du compte, effectivement, sur l'année 2020, on a fait 500. On les a atteints, on a fait 500. Ça a permis plus de 20 000 appels téléphoniques, puisque le jeune reste en contact même quand il n'est pas sur place. Puis ça a permis à 8 000 bénéficiaires en 2020 de bénéficier de cette offre. Et puis, c'était des étudiants qui avaient perdu leur boulot chez McDo
Voilà, donc ça leur a permis en plus de faire un truc sympa. Surtout que la question de la solitude chez les personnes en perte d'autonomie, elle est quand même hyper importante. Oui. Et c'est peut-être aussi le frein finalement à l'offre à domicile, non? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les services à domicile nous ont dit merci le département pour ce beau projet, parce que nous, on n'avait pas le temps. Quand on a 1 heure d'appart, on n'a pas le temps de faire de la convivialité. On a le temps de faire vite fait une aide à la toilette, de préparation de repas. Mais grâce à ça, ils prennent le temps. Donc du coup, on avait des auxiliaires de vie aussi qui faisaient agents de convivialité. Et ça, on leur a permis. Donc du coup, ça a permis de compléter le bouquet de services, qu'on appelle le bouquet de services. Sur l'amélioration des conditions de travail des auxiliaires de vie. L'idée, c'est, par exemple, j'avais pensé, moi, il y a une start-up, j'ai trouvé ça intéressant, qui planchait sur de l'intelligence artificielle dans les outils de planning. Ça permet de dire au logiciel, voilà, Madame Durand, qui est auxiliaire de vie, faites attention, elle a une hernie discale, si elle travaille 3 jours de suite sur des cas lourds, elle porte, elle fait des aides au transfert, vous risquez de ne plus l'avoir. Voilà. Et donc, du coup, on rentre les pathologies de la personne, on rentre les pathologies aussi de l'auxiliaire de vie, et à un moment, le logiciel dit « Stop, Madame Durand, elle a suffisamment été sollicitée, mettez-la sur des sujets un peu moins sollicitants, son dos, sinon vous risquez de la perdre en arrêt de travail. » Et donc, c'est aussi quelque chose sur la qualité de vie au travail, c'est de la QVT. Donc, l'idée, c'est il faut agir effectivement sur des solutions, mais aussi il faut agir sur les professionnels, on n'arrête pas d'en parler ces derniers temps, qui, elles, sont tous les jours auprès des personnes et qui font des transferts, ce qu'on appelle les transferts, ils les portent d'un endroit A à un endroit B. Et l'idée, c'est de stimuler l'innovation et qu'elles puissent l'utiliser pour moins solliciter leur dos. Et ça fait moins d'accidents du travail et moins d'absentéisme et plus un système plus vertueux, on va dire. Donc, il faut travailler sur toute la chaîne. Et c'est notre rôle aussi, ça, de travailler sur les salariés, la qualité de vie au travail, l'amélioration des conditions de travail et la formation, et faire en sorte que les demandeurs d'emploi aillent vers ces métiers. Voilà. Et là, on travaille beaucoup avec Activity sur identifier des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA, les former et les amener à travailler vers ces métiers-là. En même temps qu'on fait du service et de soins à domicile, on stimule aussi la création d'entreprises, l'attractivité économique, et donc on favorise l'émergence de solutions, donc start-up sur notre territoire. Donc là, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la silver economy. Aujourd'hui, c'est une filière économique où on constate qu'il y a de plus en plus de start-up qui créent dans ce secteur-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de massifier l'offre, on l'a dit, faire émerger des solutions nouvelles. Donc pour challenger effectivement les start-up, on fait chaque année un programme qui s'appelle Autonomie Boost, où on accueille des start-up au sein d'Oxygène Factory. C'est le siège social de l'agence, d'ailleurs, qui est vraiment un lieu qui stimule la créativité, vraiment. Et donc, c'est là où on accueille notre incubateur et les start-up. Donc, il y a un programme d'accélération, donc bien sûr sur le business plan, sur comment on crée son entreprise, etc. On sécurise tout ça. On leur apporte la connaissance du secteur médico-social et de la santé. Et puis, on leur apporte surtout un territoire d'expérimentation. C'est-à-dire qu'une fois que le start-up elle s'est développé, il lui manque souvent quelque chose. C'est le marché, l'accès au marché. Pour parler crûment business, dev. Et parce que dans le secteur social, on parlait biz-dev, ça n'a pas toujours été facile. Mais j'assume. Et donc, du coup, l'idée, c'est effectivement de se dire, si on veut intéresser des entreprises et stimuler le développement de l'entrepreneuriat, à un moment, il faut faire l'adéquation entre l'offre et la demande. Il faut tester les solutions. Et il n'est pas question, et ça, on ne laissera pas faire, de tester tout et n'importe quoi. Ce n'est pas des cobayes. Donc, l'idée, c'est de bien organiser le testing. D'ailleurs, en faisant du design thinking, c'est-à-dire en se disant, voilà, pourquoi on fait ça ? Est-ce que les usagers sont d'accord ? Et les assos d'usagers ont une place importante dans l'agence. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de se dire, on va tester une solution qui nous paraît bien cohérente. On aura bien vérifié, effectivement, la soutenabilité du modèle économique, éprouvé le sérieux de la solution, etc. On aura créé les conditions favorables d'expérimentation avec un cabinet d'éval, etc. Et puis ensuite, sur un panel, de se dire, on va tester la solution.
Et si ça donne ses fruits, effectivement, l'idée, c'est de la pousser dans l'annuaire de l'agence, la boucle est bouclée, pour que l'offre elle soit massivement connue et reconnue auprès de notre territoire. Voilà. Donc l'idée, effectivement, c'est c'est quand il n'y a pas d'offre sur un sujet, c'est de la stimuler par le biais du hub. Asma, est-ce que la crise sanitaire a une incidence sur les métiers de l'autonomie ? Le département, il a une politique favorable et dynamique sur la question des métiers. Les métiers de la santé, de l'autonomie, du grand âge, du médico-social, et à plusieurs titres. Je m'explique. Je disais tout à l'heure que le département, il a une compétence qui lui vient de la Constitution, de la décentralisation, qui est la solidarité. Sauf que les métiers de la solidarité, c'est quoi ? C'est l'enfance, c'est les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Et en même temps, il a une politique d'insertion à faire. On voit bien le parallèle qu'on peut faire. La grosse problématique, et c'est pareil pour les métiers de l'enfance, de l'autonomie, que ce soit en EHPAD, à domicile, en institution, personnes âgées, personnes handicapées, enfance, c'est pareil. Et le sanitaire, il vit la même chose. On a une tension sur les recrutements. Et c'est national. C'est national. J'ai même envie de dire international. On a un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas des professionnels pour travailler sur ces sujets-là. Et donc, il y a un enjeu, de transformation des métiers. Ils ne sont plus les mêmes, il y a une évolution. On vit encore trop sur des modèles de formation qui datent. Et j'ai envie de dire que le virage numérique, l'impact du numérique sur les métiers, la transformation de la société, ce n'est pas fait en même temps. Et on sait bien qu'aujourd'hui, pour sortir des problématiques de chômage, on est obligé de travailler sur la transformation par la formation. Or, la formation, elle a encore un peu de travail à faire. Donc, l'idée, effectivement, c'est comment on va faire pour aborder cette nouvelle génération à former avec ces nouvelles donnes démographiques. Les gens malades, ils sont hospitalisés à domicile. C'est de plus en plus court, les hospitalisations. Et puis, les personnes âgées veulent habiter chez elles. Voilà. Donc, on a un sujet autour de ça. Ça veut dire que les métiers se transforment. Les technologies aussi. Et le département soutient fortement un projet qui s'appelle le Campus des métiers, de la santé, de l'autonomie et du grand âge. Voilà. C'est un programme qu'il mène, c'est un projet qu'on mène ensemble. Alors moi, je pilote ce projet au niveau du département à ma direction des projets autonomie, avec mes amis de la direction des bâtiments, etc. Et on a sur le territoire de Beigeville, au Mureau, juste à côté d'Oxygène Factory, où on a le siège de l'agence, un programme de campus avec le groupement hospitalier territoire, la sauvegarde de l'enfance BUC Ressources, avec le département et ses formations du travailleur social, puisque le département porte une école de travail social, IVSI, qui est en train de se mutualiser avec celle du campus. Et on a celle d'INVI, l'association que par ailleurs j'ai dirigée jusqu'à récemment, qui fait beaucoup de travail sur les métiers. Et donc l'idée, c'est des troncs communs de formation, l'impact du numérique sur les formations, l'émergence de nouveaux métiers, la mutation des métiers. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de permettre à quelqu'un qui a un niveau 5, qui travaille dans le médico-social, de pouvoir devenir infirmier dans le domaine sanitaire, ou à une infirmière de pouvoir devenir coordinatrice dans un EHPAD, par exemple. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire comment on fait pour faire de la passerelle de formation, faire des troncs communs de formation, faire des labs, du testing, de la formation par la simulation. La crise Covid, elle est venue, comme dans tous les sujets, et elle a agi comme un catalyseur. Voilà, dans tous les sujets. Ben là, on a bien vu que, effectivement, qu'est-ce qui a résisté à la crise ? Les métiers du prendre soin, les métiers de bouche, de l'agroalimentaire. Voilà, c'est ces métiers-là qui ont résisté à la crise. Il n'y avait pas de chômage pour les métiers du prendre soin, pour les métiers de l'aide à la personne, ou encore pour les métiers de la grande distrie. Il n'y en avait pas. Donc on voit bien que ça les rend aujourd'hui incontournables. Pour autant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des difficultés, une tension sur les recrutements ? À cause de la valorisation de l'image de ces métiers. On a 60 diplômes dans les métiers du prendre soin à niveau 5 et on connaît que l'aide à domicile.
Donc, l'aide à domicile, c'est quoi ? C'est le DEAES, un diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, qui permet de travailler en direction des personnes handicapées, des enfants aussi. Les AVS dans les écoles qui suivent des enfants handicapés, par exemple, ou encore à domicile, sur des maladies spécifiques, sur des pathologies lourdes. C'est quand même des diplômes d'État. Or, on dit non, c'est des aides à domicile. Voilà, donc, en fait, il y a une vraie problématique. Et en plus, on leur donne le salaire que mérite leur image. Donc, les gens, ils n'y vont pas. Ils préfèrent aller sur d'autres secteurs où ils ont plus la cote. Donc, l'idée, effectivement, c'est qu'il y a un véritable... Moi, j'ai fait partie de la mission ministérielle il y a 2 ans sur l'attractivité des métiers du grand âge. On y travaille encore aujourd'hui, on y est de temps en temps. Justement, le cheval de bataille, c'est les salaires. Revaloriser l'image des métiers, ça passe par le salaire. Ensuite, ça passe par les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail. Ensuite, ça passe par la formation et par l'innovation. Voilà, c'est les 4 leviers. Donc, l'agence a cette mission-là aussi. Et donc, c'est l'idée de se dire faut aller chercher des jeunes pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, la pyramide des âges, c'est 47 ans en moyenne, le métier du prendre soin. Bon, je dis aide-soignant, auxiliaire de vie. Et puis, c'est 7 ans la durée de vie de quelqu'un qui travaille dans le secteur de la santé ou du social ou du médico-social. Ça veut dire que la société mise sur la région, celle qui finance les formations, elle mise, mais ça dure 7 ans. Après, il faut refaire son investissement. Une formation d'aide-soignante, ça coûte 7 000 €. Ça dure 7 ans. Ça veut dire quoi ? Pourquoi ça dure 7 ans ? Il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est si on sait le mal, on pourra agir sur le mal en essayant de traiter la question par des sujets... bon, là, on est en train de régler le problème des salaires, même si ça ne va pas à la vitesse que voudrait tout le monde. Mais les associations vont pouvoir augmenter de 15% leurs salariés. Mais les entreprises qui crient oui, mais pourquoi le milieu non lucratif a été augmenté et pas nous ? Ça va venir par la programmation de loi de finances de sécurité sociale, mais chaque chose en son temps. C'est pour ça que nous, en tout cas, département, on a un rôle à jouer sur des conventions d'objectifs et de moyens. Ça veut dire, OK, on augmente le tarif de l'APA, il est à 20,10 €. Demain, on va l'augmenter à 22, 23, 24, je ne sais pas. Mais en contrepartie, il faut faire peser sur les employeurs la question de la qualité de vie au travail, la question du salaire, la question de l'évolution de compétences, la question de l'insertion. Donc nous, on aura des leviers, c'est-à-dire ne pas financer des choses comme ça, mais demander des contreparties. C'est là où le département peut avoir un levier. D'un point de vue un petit peu plus personnel, qu'est-ce qui te motive dans ton métier ? Alors moi, ce qui me motive, c'est que à la fois, c'est un challenge. C'est un truc qui existe nulle part en France. Voilà, moi, j'aime bien les challenges. Ce qui me motive, c'est avoir l'efficacité et la force du privé tout en étant public. Voilà. Parce que jusqu'à présent, enfin moi, c'est ce qui me... Dans l'action publique, en étant fonctionnaire, je suis quelqu'un qui est fondamentalement au service du public, voilà. Souvent, quand je le dis, d'ailleurs, on me dit « Ah bon ?» mais j'ai jamais travaillé dans un service administratif, par exemple. C'est un truc... On peut faire du projet, on peut dynamiser l'action publique, moderniser l'action publique. C'est pas voilà, en prenant les méthodes du privé. Voilà. Et j'ai trouvé dans ce département des dirigeants qui nous donnent la liberté de le faire et l'occasion de le faire. Ça, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Si nos auditeurs sont intéressés par ces métiers et souhaitent travailler dans ton équipe, quels sont les profils et les compétences recherchées ? Alors, des gens qui croient au projet. Moi, déjà, c'est comme ça que j'ai choisi. Là, aujourd'hui, on a 55 salariés à terme, d'accord ? Aujourd'hui, j'en ai une petite vingtaine. Donc, je dois en recruter encore 30-35. Sur la partie interopérabilité, parce que j'ai des sujets bien techno, ma santé 2022, les cahiers de liaison, la data de santé, la e-santé, tout ça. Donc, ça, c'est des sujets bien techno. Donc, je vais recruter sur des fiches de poste qui sont spécifiques. Mais sinon, j'ai plein de postes ouverts, des chefs de projet, des chargés de mission, même des gestionnaires administratifs. L'important, c'est de croire au projet, d'être dynamique, d'ouvrir ses chakras. Ça, c'est important. Puis de travailler dans la bonne humeur, quoi. Voilà.
Moi, l'agence, elle n'a pas besoin de hauts fonctionnaires, j'ai envie de dire. Moi, j'ai besoin de gens qui sont opérationnels, des gens qui font. Voilà. Et non pas des gens qui ont envie d'inventer la stratégie. La stratégie, on l'a déjà pensée. Là, ce qu'on veut, c'est faire. Par exemple, sur la com, on a un gros rôle sur la communication institutionnelle. C'est-à-dire pousser une offre, massifier une offre, ça passe par la com. C'est très clair. Là, par exemple, j'ai Ensemble de générations, c'est de la colloque intergénérationnelle. Un jeune qui, toute l'année scolaire, habite chez une personne âgée, qui a une maison, avec, voilà. Il lui doit un dîner par mois, une sortie par mois. En échange, il habite gratuit toute l'année. Donc, c'est vraiment un échange qui se fait. Ça, c'est super. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une 60 binômes, je crois, qui ont été développés. Moi, le rôle de l'agence, ce sera aider à faire que vraiment ce soit beaucoup plus développé. C'est aussi l'événementiel. Donc, j'ai un poste de DIRCOM, voilà. J'ai un poste j'ai du chef de projet sur toute la chaîne Habitat. J'ai des postes ouverts sur chef de projet très médico-social, pourtant services et soins à domicile, care manager, inventer ce métier, l'expérimenter auprès de certains partenaires. Il y a toute la partie plateforme de services, référencement de l'offre. Donc, j'ai encore pas mal de profils à trouver. Plus qu'un métier. Si vous avez aimé ce 4e épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Encore en cliquant sur l'étoile pour l'ajouter à vos favoris. À bientôt. Plus qu'un métier.